je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine, vient de dire Emmanuel Macron ce lundi 22 septembre 2025. Philippe Etienne, vous êtes toujours avec nous, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, en diplomate avisé. Je vous ai vu prendre des notes durant le discours du président. On va aller en Palestine dans quelques instants, mais dites-nous ce que vous avez pensé de ce discours. On note qu'il a, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, Emmanuel Macron a commencé en parlant aux Israéliens, oui. en parlant tout de suite des 48 otages toujours détenus à Gaza. Absolument. Et cette urgence, je crois qu'il a voulu répondre à la question pourquoi maintenant ? L'urgence, le moment où on risque de perdre définitivement les possibilités de paix. Et effectivement, il a commencé dans cette urgence par les otages. Mais il a aussi, quelque part, répondu à la question pourquoi la France ? Il a parlé de la France qui a toujours été aux côtés d'Israël. Il a parlé de la France frappée par le terrorisme. Implicitement, il a aussi rappelé ce que lui-même avait fait dans son discours sur le site du Veldiv aux côtés de Benjamin Netanyahou en juillet 2017, en assimilant l'antisionisme à l'antisémitisme. Il a évoqué ce thème. Et puis, il s'est adressé aux Palestiniens également, à la souffrance des Palestiniens. Il a mentionné son voyage en Égypte, à la frontière avec Gaza, à Larish. Je crois que c'était un moment important pour lui notamment, pour percevoir directement cette souffrance. Il a été sans complaisance avec l'administration des Palestiniens jusqu'à présent. Il a parlé d'incurie. Il a surtout été très clair vis-à-vis du Hamas, en disant qu'en fait le Hamas était l'ennemi de la solution de paix et ne voulait pas en fait de cette initiative, parce que cette initiative allait contre ses intérêts. Mais il a surtout, évidemment, il a surtout adressé cet appel pour le peuple palestinien. Et du côté des Israéliens, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a tout de suite parlé, dès le début, de la démocratie israélienne, qui avait été créée par cette fameuse initiative, la communauté internationale dès novembre 1947. Et il a lancé un appel très, très ferme aux autorités israéliennes de ne pas faire de gestes pour bloquer définitivement ces solutions, éviter de nouveaux faits accomplis. Il a même évoqué les mesures que l'Union européenne pourrait être amenée à prendre, mais en même temps, avec la mention des otages, en rappelant qu'il avait rendu un hommage notamment à 51 Français, citoyens français tués le 7 octobre, il a voulu exprimer sa conviction que c'est profondément dans l'intérêt d'Israël qu'avoir la solution à deux États pour sa sécurité sur le long terme, et donc sa conviction que les autorités, mais surtout le peuple israélien qui était lassé de cette situation, effectivement, finirait par comprendre que le moment était venu. Et finalement, et c'est le dernier point qui est très important, il a bien dit que ce n'était pas seulement la reconnaissance. Il a présenté ce fameux plan franco-saoudien de paix et de sécurité à partir du cessez-le-feu de la libération des otages, et il en a développé les différentes dimensions sur lesquelles on va peut-être revenir. Évidemment, on va continuer le décryptage tous les quatre. On va tout de suite retourner sur le terrain, là où ça se passe ce soir. C'est à New York, mais c'est aussi surtout en Palestine. On va à Gaza tout de suite. On va retrouver Rami Abou Jamous. Bonsoir Rami. Vous collaborez pour France Télévisions depuis Gaza dans des conditions extrêmement difficiles. On vous retrouve d'ailleurs avec très peu de lumière parce que je crois qu'en ce moment, il y a une panne d'électricité à Gaza. Mais vous êtes avec nous. Vous venez d'entendre le discours d'Emmanuel Macron à New York. Qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que Gazaoui, en tant que Palestinien, même si on sait qu'à l'heure où on vous parle, vous êtes toujours sous les bombes? Oui, c'est un moment historique et on aurait bien préféré que ce moment historique soit vraiment dans des conditions normales où la population palestinienne sera dans les rues avec des grands écrans en attendant tout le monde écouter ce discours historique pour reconnaître l'État de Palestine, surtout de la part de la France. Mais malheureusement, c'est pas du tout le cas. Moi, je suis parmi les chanceux qu'on ait un peu d'internet pour entendre écouter ce discours historique, mais la majorité de la population, ils sont sous détente, ils sont sous les bombes, ils sont sous les massacres, et ils ont même pas pu fêter cette joie-là et ce moment historique. Mais on espère qu'avec cette déclaration,
Et ce moment historique va changer la situation à Gaza, surtout arrêter ces massacres. Le président Macron, il a dit qu'il faut arrêter les massacres qui sont en train de se passer à Gaza et que la seule solution pour que tout ça s'arrête, c'est avoir un État palestinien qui vit à côté d'un État israélien. L'occupant a été reconnu par le monde entier, mais l'occupé, c'est la première fois, c'est un moment historique et c'est vraiment un moment où la population palestinienne est très contente d'entendre ça, mais malheureusement, la population n'a pas pu entendre ce discours historique et surtout, ils sont dans la souffrance qui s'arrête pas et la souffrance des massacres, la souffrance des déplacements, la souffrance de déportation, la souffrance de vivre sous des tentes, la souffrance de ne pas trouver à manger, la souffrance de la famine. Donc oui, c'est une joie pour les Palestiniens, mais malheureusement cette joie est trempée dans la souffrance qui ça s'arrête pas. On espère et la population palestinienne, surtout à Gaza, espère qu'avec cette déclaration-là, le président Macron va continuer jusqu'au bout et faire ce qu'il peut faire pour arrêter les massacres. On a vu que quand il était parti en Égypte et tout de suite il a vu juste ou quelques exemples de ce qu'ils ont vécu, les Palestiniens qui sont sortis se faire soigner en Égypte. Donc, s'il peut voir vraiment ce qui se passe à Gaza, je crois que tout de suite, il peut faire quelque chose pour arrêter cette guerre-là. La France était, entre guillemets, les leaders de la reconnaissance d'État palestinien. C'est le président Macron qui a commencé cette initiative. On a vu après que il y a des dizaines d'autres pays qui ont pris le même chemin. Il fallait juste passer cette barrière et le président Macron, il le fait. On espère qu'il va continuer jusqu'au bout et l'Europe et la France peuvent arrêter ce génocide qu'on est en train de vivre et j'espère qu'il va continuer jusqu'au bout. Rami, une dernière question. Vous avez entendu le président Macron qui a sorti cette reconnaissance de la Palestine d'un certain nombre de conditions, notamment sur le Hamas, que démilitariser le Hamas, que les otages soient rendus. Est-ce que ça, vous y croyez, j'allais dire? Est-ce que vous sentez, vous qui êtes à Gaza, que la partie palestinienne, le Hamas, peut faire un pas lui aussi? Oui, mais le Hamas est comme les autres factions de résistance, c'est que s'il n'y a plus d'occupation, il n'y a plus de résistance. Et démilitariser l'État palestinien ou bien le Hamas ou toute autre résistance, c'est la résistance, c'est juste parce qu'il y a une occupation. Le jour où il n'y a plus d'occupation, bien sûr qu'il n'y a plus de résistance. La résistance est toujours liée à l'occupation. Pour la libération des prisonniers, je crois que le Hamas, là récemment, ils ont proposé une initiative, ils ont dit qu'ils veulent libérer tout le monde, mais c'est juste Netanyahou qui a changé. Et même avant, en février dernier, il y avait un accord aussi de cessez-le-feu pour libérer tous les prisonniers, et c'est Netanyahou qui a volé tout ça. On comprend très bien que ce gouvernement d'extrême droite, il veut pas la paix. Et c'est toujours l'épouvantail du Hamas qu'il utilise pour ne pas faire la paix. Là, récemment, Abbas, le président Abbas, est considéré comme l'homme de la paix qui n'a toujours cru qu'à la paix. Il le considère comme un terroriste et Ben Gvir, aujourd'hui, il voulait l'arrêter et le mettre en prison. Donc, c'est juste s'il y a une volonté de la part de ce gouvernement d'extrême droite, le problème est résolu. Reconnaître un État palestinien, c'est très bien, mais il faut avoir cet État palestinien, il faut que ce soit que cet État palestinien soit crié et après il n'y a plus de résistance et il n'y a plus besoin de prendre des armes. Au contraire, tout le monde va être en paix, la sécurité d'Israël va être là et aussi la sécurité des Palestiniens parce que nous ce qu'on cherche c'est vivre en paix. Et nous on est l'occupé, on n'est pas l'occupant, on est la victime, on n'est pas le bourreau. Et si le bourreau il va enlever le bâton et que on sera libéré de cette prison de bourreau ou bien d'occupation, pas besoin de résister. Merci beaucoup Rami Abou-Djamou, vous êtes l'un de nos correspondants en plein cœur de Gaza. Bon courage à vous, Gaza qui est toujours sous les bombes. Merci d'avoir été avec nous pour cette première réaction à la déclaration de reconnaissance de l'État de Palestine par Emmanuel Macron. Adel Bakawan, sur ce qu'on vient d'entendre, parce qu'on précise pour nos téléspectateurs... Bon, oui, alors Israël ne veut pas entendre parler de cette reconnaissance par la Palestine. Le Hamas, il a aussi des pas à faire, comme on en parlait avec Rami. De là à dire que le Hamas va facilement accepter de se démilitariser, de rendre les otages pour tendre la main et faciliter cette démarche diplomatique à laquelle on vient d'assister, il y a encore du boulot. Hein. Oui, bien évidemment, il y a du boulot. Le Hamas
est à la fois une organisation idéologique, radicale, une gouvernance, n'est-ce pas, politique, un mouvement social, une base sociale. Mais ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, c'est que les infrastructures de la branche armée du Hamas, à 80% détruites, le Hamas diplomatiquement très, très, très affaibli parce que tout simplement la République islamique d'Iran est relativement à terre avec son axe de la résistance. Israël a enregistré des succès un peu partout au Moyen-Orient. Aujourd'hui, on pourrait dire Israël n'a jamais été aussi fort militairement parlant, sécuritairement parlant, au Liban, en Syrie, au Yémen, en Irak, en Iran, partout. Mais Israël n'a jamais été aussi isolé, il faut le dire. Hein. Mais si vous me permettez 30 secondes, je reviens sur le discours du président Macron. On est là pour le décryptage. Voilà, moi, je pense personnellement c'est un discours historique et historiquement très, très, très important. C'est un discours qui aborde à la fois ce qui relève de l'échelle du principe, mais aussi ce qui relève de l'échelle situationnelle. En principe, la France est là. La France était toujours là pour protéger la sécurité et la stabilité d'Israël. Et il l'a bien signalé au moment où les drones et les missiles balistiques intelligents iraniens pleuvaient sur Israël. La France était au rendez-vous. Mais par contre, le président mentionne parfaitement et d'une manière objective et factuelle que la politique du gouvernement de Benjamin Netanyahu conduit Israël en tant que population, territoire et État vers l'abîme. Comment vers l'abîme? Depuis 40 ans, l'Égypte a signé des accords stratégiques du Camp David avec Israël. Et ben aujourd'hui, c'est Maréchal Sissi qui mobilise son armée et qualifie l'État, auparavant qualifié comme allié, l'État israélien comme ennemi. Il y a quelques jours, c'est sans précédent qu'un maréchal Sissi, qu'un président égyptien qualifie Israël comme ennemi. Et les pays qui ont signé les accords d'Abraham, le président de la République vient de vous signaler pour dire que ces accords sont en danger. À cause de quoi? À cause de cette politique mise en place par le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Autrement dit, vous avez un président qui annonce clairement et sans aucune ambiguïté l'alliance stratégique et historique entre la France et Israël, mais en même temps très, très, très critique par rapport à ce qui se passe actuellement. Et ce qui est très, très important désormais, c'est que, comme vous l'avez dit, on avait une proposition américaine, on avait une proposition égyptienne avec la Ligue arabe, mais désormais, on peut parler clairement et officiellement d'une proposition d'un plan franco-saoudien. Et donc maintenant, la question, je reviens à ma question du départ, c'est comment la France mobilisera l'ensemble du corps diplomatique pour amener à la fois Israël et le Hamas, vers la libération des otages. C'était la première condition, le premier sujet abordé par le président de la République, ramener les otages à la maison. Et le deuxième sujet, arrêter la guerre. Or, aujourd'hui, vous avez deux acteurs qui n'ont vraiment aucune volonté pour libérer les otages et arrêter la guerre. Et justement, Christophe Gascar, vous me rappeliez avant le discours d'Emmanuel Macron que la France avait eu l'intention de reconnaître la Palestine plus tôt. C'était en juillet. Et là, une intervention israélienne a finalement détourné l'attention ailleurs. Avec la guerre des 12 jours, effectivement, en Iran, ce qui a décalé le calendrier et ce qui a rendu encore plus complexe la position à la fois de MBS et de Macron dans cette position-là de la reconnaissance de la Palestine, parce que la pression, il faut savoir que la pression du côté israélien était extrêmement forte. Et on va voir justement dans les jours qui vont venir à quel point, comment cette réaction va être prise finalement par notamment Israël. Moi, ce qui m'a marqué dans ce discours ce soir, c'est à la fois l'utilisation de l'anaphore. Emmanuel Macron adore les anaphores. Et il avait dit au moment du Covid, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Et là, le temps est venu d'arrêter la guerre contre un ennemi visible, qui est le Hamas, avec la démilitarisation et des hommages qui soient rendus. La restitution des otages. Bien évidemment. Mais ce qui est complexe, c'est qu'au-delà des mots, il y a à la fois ce qu'il faut faire, mais dans la mise en action, ça reste extrêmement compliqué. Oui. Il y a le Fatah
en Cisjordanie, qui n'a aucun pouvoir sur le Hamas, puisque le Hamas a viré justement le Fatah au moment des élections législatives, on le rappelle, en 2006. Et puis, il y a toujours les bombes et Israël qui bombarde justement sur place. Un dernier point, on peut changer, on peut anéantir le Hamas si on veut. Effectivement, à 80%, vous avez raison, ils sont détruits. Mais on ne détruit pas une idéologie avec des bombes. Plus de 50% des Palestiniens qui se trouvent actuellement dans la bande de Gaza ont 20 ans. Depuis 20 ans, on leur dit qu'il faut détruire l'État d'Israël. Donc, ça va mettre du temps. C'est ça que je veux dire ce soir. C'est qu'il y a les mots, il y a la volonté politique, mais dans la mise en action, ça reste extrêmement compliqué. Et bien justement, Christophe, on va revenir sur le terrain avec un extrait d'un de vos reportages, Lila Bellili. Vous parliez de cette jeunesse. On va regarder un extrait. Lila, vous étiez en février dernier en Israël. Et là, c'est un extrait de votre reportage. Vous êtes avec un père et son fils sur un belvédère. Ils regardent Gaza à travers des jumelles. Regardez ce qu'ils se disent et ce que ça dit à la fois de cette tension, de cette haine entre deux peuples et puis des générations à venir. On regarde, on en parle juste après. Tu vois Gaza? Tu vois Gaza? À travers ses jumelles, Amos ne voit pas que des ruines à Gaza. Il entrevoit aussi une opportunité, celle de s'y implanter. Ce que je vois, c'est la terre promise d'Israël. Je vois que c'est dans un état déplorable aujourd'hui. Et je vois surtout ce qu'il faut qu'on en fasse aujourd'hui. On va en faire un endroit magnifique. Mais vous voyez les destructions aussi, non? Oui, je vois les destructions, bien sûr, mais tout doit être démoli pour reconstruire. Mais pour nous, bien sûr, pour les Juifs. Lila, qu'est-ce qu'elle dit, cette séquence brute, hein, là, les phrases sont nettes. Oui, ce monsieur, il s'appelle Amos. Je pense qu'il faut le rappeler, il fait vraiment partie d'une minorité en Israël. Donc ce sont les plus radicaux. Et lui, c'est vrai qu'il se rend souvent à la frontière avec Gaza, parfois même juste à quelques centaines de mètres. Il installe sa tente, il vient avec sa famille, il plante son drapeau israélien. Et lui, son but, c'est d'aller s'installer à Gaza. Il attend juste le feu vert de son gouvernement pour y aller. Et ce qui est intéressant, quand moi j'avais tourné, on entendait des tirs, parce que Gaza était vraiment pas très loin. Et puis je lui demandais, c'est quoi ce bruit? Il disait, ah ça, ce sont des tirs, avec un sourire. Je disais, mais donc là, il y a peut-être des gens qui sont morts de l'autre côté. Il semblait n'avoir vraiment aucune empathie à ce moment-là. Il me disait, oui, mais si les Palestiniens se rapprochent de notre frontière, ça m'est égal. Donc voilà, ce sont des propos glaçants qu'on a recueillis. Ils ne sont pas très nombreux. Moi, quand j'avais tourné, il y avait une 50aine de familles à la frontière. Mais ils ont quand même une caisse de résonance importante. Et là, on le voit, juste un mot, Christophe. Vous avez été à Gaza. Moi, je me rappelle, j'ai été aussi beaucoup au moment où le Hamas arrive au pouvoir et même avant. On les voyait, ces enfants, là je parle de l'autre côté, des enfants palestiniens, eux aussi, qui vivent dans cette douleur avec la perte des grands frères, des oncles, des cousins. Et donc, c'est un cycle de vengeance qui se transmet de génération en génération. Oui, et puis ce sont des martyrs. Lorsque les Palestiniens qui étaient à Gaza mouraient sous les bombes israéliennes, ils étaient considérés comme des martyrs. Ils étaient rétribués, justement, aussi financièrement. La famille recevait de l'argent. Donc c'est ça qui est extrêmement compliqué. C'est qu'en fait, dans leur jeunesse, on leur a appris que l'ennemi était de l'autre côté. Et j'allais dire, aussi de l'autre côté depuis le 7 octobre. Parce que le 7 octobre aussi a montré que finalement, même si Emmanuel Macron dit une vie vaut une vie, et bien évidemment c'est la réalité, ils ont compris aussi, et c'est peut-être aussi l'erreur de Benyamin Netanyahou lorsqu'il était au pouvoir, que lorsqu'il a libéré Gilad Shalit, il a libéré un soldat israélien contre 1200 prisonniers palestiniens. Et à ce moment-là, le Hamas a bien compris une chose, c'est qu'il pouvait essayer de négocier et que leur guerre, ce serait justement d'aller chercher les otages, d'où le 7 octobre. Allez, est avec nous Ala Abou Assira. Bonsoir Madame l'ambassadrice, vous êtes ambassadrice de Palestine en France. Vous êtes à la mission de la Palestine à Paris parce qu'il n'y a pas encore d'ambassade. Ça viendra peut-être, c'est en chemin, c'est le sens des propos d'Emmanuel Macron, même s'il y a quelques conditions à venir. Mais on voulait évidemment vous avoir avec nous ce soir. Quelle est d'abord votre réaction en tant que Palestinienne, en tant que diplomate palestinienne à cette reconnaissance historique aujourd'hui à New York? Bonsoir, merci. En fait, c'est un moment historique que nous vivons aujourd'hui, que la France est en train d'écrire.
la France, par son rôle de leader aujourd'hui, avec l'Arabie saoudite qui co-préside la conférence des Nations unies pour le règlement pacifique de la question palestinienne et la concrétisation de la solution à deux États. C'est un moment historique car elle répond au droit le plus fondamental, le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Elle répond à une question de justice qui a duré, un droit, comme j'ai dit, mais c'est aussi un moment, par cette reconnaissance, la France crée aujourd'hui les conditions qui vont préparer tout un processus politique et diplomatique et pacifique. Je rappelle, dans le titre de cette conférence, c'est le règlement pacifique. Derrière le président Macron et derrière l'ensemble de la communauté internationale se trouvent aujourd'hui 159 États qui ont dit nous tenons notre main pour la paix, nous cherchons la paix, mais une paix qui doit être basée sur les droits, sur la justice pour le peuple palestinien qui a été tant déshumanisé, tant invisibilisé et tant abandonné. Par cette reconnaissance, nous espérons que la France et l'ensemble des États de la communauté internationale vont investir dans la voie de la paix, mais aussi prendre des mesures et des actions concrètes pour mettre terme à l'occupation israélienne, à la colonisation israélienne et à l'apartheid israélien et aujourd'hui au crime de génocide israélien qui est perpétré dans la bande de Gaza. Ça, c'est la commande de la Cour de justice internationale qui a ordonné l'ensemble de la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour mettre terme à la source de problème qui est l'occupation et le nettoyage ethnique du peuple palestinien où il se trouve. Merci. Alors, autre question, Hala Bouassira, Madame l'ambassadrice. On a entendu Emmanuel Macron assortir cette reconnaissance d'un certain nombre de conditions, notamment vis-à-vis du Hamas. Alors, je sais très bien que vous ne représentez pas le Hamas, vous représentez l'autorité palestinienne, vous représentez notamment Ramallah en Cisjordanie. Mais quels moyens, justement, vous, j'allais dire palestiniens de Cisjordanie, vous avez comme moyen pour faire pression sur le Hamas, avec qui les relations ne sont pas au beau fixe, loin de là, pour que le Hamas fasse lui aussi un geste, notamment libère les otages et se démilitarise? Écoutez, l'autorité palestinienne et l'État de Palestine et le gouvernement palestinien derrière elle assumeront leur entière responsabilité dans l'ensemble du territoire palestinien occupé, y compris dans la bande de Gaza comme en Cisjordanie. Le gouvernement palestinien est prêt à assumer ses responsabilités en matière de maintien d'ordre, en matière de service, mais aussi, tout d'abord, l'urgence est pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l'entrée massive de l'aide humanitaire qui permettrait la survie du peuple palestinien. Ça, c'est l'urgence. Mais le gouvernement palestinien est prêt à assumer sa responsabilité sous le principe d'un seul gouvernement, une seule arme et une seule loi. Ça, c'est l'impératif pour stabiliser la bande de Gaza, mais aussi ça, c'est l'impératif pour que Israël, enfin, entend aujourd'hui et ce soir le message du monde entier, un message de paix, pour qu'elle mette fin à son occupation et à son nettoyage ethnique. Et cette injustice qui dure depuis trop longtemps contre le peuple palestinien. C'est par la loi qu'on va gouverner, c'est par les réformes qu'on va gouverner, et nous sommes en train de gouverner, de mener des réformes pour que le gouvernement palestinien et les institutions de l'État de Palestine dans lesquelles on a investi des décennies à établir puissent faire leur mission principale devant les citoyens palestiniens. Mais l'État de Palestine doit être libre d'abord. Le peuple palestinien doit être libre d'abord dans son État indépendant pour qu'il puisse vivre en paix et en sécurité avec le peuple israélien. L'État de Palestine dans ses frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale. Ça, c'est la condition pour la paix. Ça, c'est la condition pour la stabilité dans notre région, non seulement en Palestine ou en Israël.
Merci beaucoup, Ala Abou Assira, ambassadrice de la Palestine en France. Christophe Gascard, d'un mot, vous vouliez réagir? Oui, on a entendu, ça c'est important de la part de l'autorité palestinienne. On est prêt à assumer la sécurité sous un seul État, Gaza et Cisjordanie. Est-ce que c'est crédible aujourd'hui avec ce qui reste du Hamas? Et c'est pas rien ce qui reste du Hamas. Le problème, c'est que la division politique palestinienne, le Fatah en Cisjordanie, le Hamas à Gaza, est souvent cité comme un obstacle. Et aujourd'hui, que représente le Fatah aussi en Cisjordanie politiquement, avec un leader qui va s'exprimer, on le voit d'ailleurs, en tout cas moi sur l'une de mes images en visioconférence, qui a quand même 89 ans. Quel est l'avenir finalement de cette organisation de libération de la Palestine à travers ce discours? Il faut comprendre ce soir, alors que c'est Rosh Hashanah, que c'est pris du côté, et on l'entendra tout à l'heure par la correspondante notamment de la radio israélienne qui sera sur notre plateau d'ici quelques minutes, que c'est très mal pris cette reconnaissance, en tout cas par une grande partie de la population israélienne ce soir, que c'est un moment, certes, pour certains qui est un moment historique, mais qui est pour d'autres ressenti, je parle bien d'un ressentiment, comme un coup de poignard dans le dos. Alors, juste, on va voir, juste avant le journal de 22h, on va voir concrètement ce qui s'est joué ce soir. Je vais retrouver Malik Mikhtar au Hub. Bonsoir Malik. On l'a compris, la reconnaissance de la Palestine en France, c'est d'abord un symbole. Mais concrètement, dans les faits, qu'est-ce que ça pourrait changer pour les Palestiniens, Malik? Eh bien Loïc, pour commencer, sur le papier, la France pourrait avoir son ambassade en Palestine et à son tour, la Palestine avoir son ambassade en France. Mais attention, Emmanuel Macron a prévenu chez nos confrères de CBS, la libération des otages israéliens sera pour la France une condition clair avant d'ouvrir par exemple une ambassade en Palestine. Deuxième effet concret pour les Palestiniens, leur passeport sera reconnu par la France, qui devrait leur permettre des facilités en termes de droit au séjour, au travail ou encore aux prestations sociales en France. Et puis surtout, cela mettra fin au statut d'apatride de certains Palestiniens. Troisième et dernier effet concret, cette fois-ci en termes de coopération judiciaire. Là encore, sur le papier, cela pourrait permettre une coopération, notamment en matière d'extradition. Et on l'a vu, vous allez le voir sur ces images, il y a 3 jours, avec l'arrestation en Cisjordanie occupée d'Hicham Harb. C'est un des suspects liés à l'attentat de la rue des Rosiers, vous le voyez ici, en 1982 à Paris. Et c'est tout sauf un hasard, mais là encore, c'est sur le papier, la coopération ne sera pas automatique et il faudra attendre que des accords bilatéraux soient signés entre la France et l'État de Palestine. Pour la Palestine, est-ce que ça peut changer quelque chose pour son statut à l'ONU? On a vu qu'il y a 159 pays qui la reconnaissent aujourd'hui, mais ce n'est pas encore tout l'ONU. Eh bien, écoutez, la reconnaissance de l'État palestinien par la France ne devrait pas changer grand-chose, notamment à l'ONU, puisqu'elle ne deviendra pas un membre à part entière. On le rappelle, son statut actuel est d'observateur non membre. Cela veut dire que la Palestine peut participer au débat, mais qu'elle n'a pas de droit de vote et pas d'élu à des postes de l'Organisation des Nations Unies. Pour que cela change, il faudrait un vote des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, sauf que l'allié historique d'Israël a annoncé d'ores et déjà qu'ils poseront leur veto. Merci Malik. Allez, 22h pile, tout de suite, vous nous suivez pour cette soirée spéciale consacrée à la reconnaissance de la Palestine à l'ONU par Emmanuel Macron. 22h, tout de suite, le journal Cécile Bartoli. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Et vous venez de le suivre en direct, Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU, un discours d'une quinzaine de minutes pour le président de la République qui a officialisé la reconnaissance de l'État de Palestine. Fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Pour cette journée très symbolique, près d'une centaine de communes en France ont choisi de hisser le drapeau palestinien au fronton de leur mairie. C'est le cas notamment des villes de Nantes, Rennes ou Lyon. Bruno Retailleau est opposé à cette initiative. Pour le ministre de l'Intérieur, ces communes sont en faute. Quand les préfets défèrent devant les tribunaux administratifs la décision d'un certain nombre de mairies, elles sont très peu, 0,25%. Au moment où je vous parle, en tout cas à 17h, 17h30, il y avait 86 mairies sur 35 000 mairies, quasiment toutes de gauche d'ailleurs. Mais il y a un problème juridique, parce que c'est le principe de neutralité. Et puis, il y a une autre faute, c'est contraire à l'unité, parce que la commune, c'est un cadre commun.
Ce matin, la salle d'audience était pleine pour assister à l'ouverture du procès de Cédric Jubilard. Il a accepté d'être filmé à son arrivée, crâne rasé, en pantalon de jogging. Il a une nouvelle fois nié le meurtre de sa femme Delphine. Une prise de parole de Cédric Jubilard qui était le moment clé de cette journée, comme nous le raconte notre journaliste du service police-justice, Valentine Arama. Sa prise de parole était attendue. Pendant plusieurs heures cet après-midi, la Cour s'est penchée sur la personnalité de Cédric Jubilard, avec l'enquêtrice de personnalité d'abord, qui est revenue sur les grandes étapes de sa vie, puis avec l'intéressé. J'aime prendre de la place, être imposant, me montrer, c'est une certitude, admet-il, en réaction au rapport qui vient d'être fait par l'enquêtrice. Cédric Jubilard parle d'une voix calme, posée. Il répond à toutes les questions et semble vouloir faire preuve de bonne foi. Je suis quelqu'un de simple, extravagant de temps en temps et j'aime bien donner mon avis sur tout, résume-t-il dans un léger sourire. Sur son enfance difficile, il lâche « J'ai pas été un bon fils, donc on m'a maltraité ». Sur sa consommation de cannabis, il reconnaît qu'il pouvait dépenser 500 € par mois et ponctionner le compte de ses enfants pour payer. S'il n'a jamais pu garder d'emploi stable, pas de chance ou pas de sa faute, il a été saqué. Interrogé par un avocat de la partie civile sur le fait que rien ne le touche, il déclare « C'est faux, la disparition de ma femme, c'est la première des choses qui me touchent, mais je n'aime pas en parler, je suis pudique ». On achève ce parcours de vie avec sa détention. Récemment, il dit avoir développé une appétence pour les livres policiers. Et Cédric Jubilard, de finir avec un brin de malice, c'est intriguant, j'aime bien. Autre procès très médiatique qui a commencé aujourd'hui, celui du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Lui et plusieurs de ses proches sont accusés de chantage à la sextape sur son ancien maire adjoint qui aurait été filmé à son insu. Gaël Perdriau est également poursuivi pour association de malfaiteurs et détournement de fonds publics. L'audience a débuté avec la diffusion de la vidéo à huis clos. En Bretagne, une femme d'une 50aine d'années est décédée dans sa voiture, piégée par les très fortes intempéries. Il a plu jusqu'à 100 mm depuis en seulement quelques heures dans les Côtes-d'Armor. Des orages qui ont fait de gros dégâts dans le département. Une collision entre deux avions a été évitée in extremis hier soir à l'aéroport de Nice. Un appareil a voulu atterrir alors qu'un autre avion était déjà au sol sur la même piste. Que s'est-il passé? Élément de réponse avec Valérie Lerouge et notre bureau à Nice. L'incident rarissime aurait pu virer au drame sur l'aéroport de Nice. Hier soir, 23h30, un Airbus de la compagnie Nouvelle Air, en provenance de Tunis, ici en bleu, s'apprête à atterrir. Au même moment, un avion EasyJet, ici en orange, se prépare à décoller pour Nantes, sur la même piste. In extremis, le pilote en approche, remet les gaz. Les passagers de l'avion au sol entendent un gros bruit avant que le commandant de bord ne leur explique ce qui s'est passé. On nous a plus dit, voilà, il y a eu un avion qui a voulu atterrir et nous on était là, quoi, prêts à décoller en fait. On nous a juste dit que du coup l'avion il avait atterri à 3 mètres de nous et que le pilote ne se sentait pas de repartir. Et après on a débarqué. Voilà. Car les pilotes du vol EasyJet, choqués, ont refusé de décoller et les passagers ont passé la nuit à Nice. Aujourd'hui, le scénario de l'incident commence à se dessiner. Il y a une erreur humaine, c'est à peu près certain, à bord de l'avion de Nouvelle Air, parce qu'il ne s'est pas aligné sur la bonne piste et qu'officiellement, il était autorisé à s'aligner sur la piste de gauche. Les contrôleurs ne l'ont pas vu. Il faut dire que la météo est très mauvaise, que la proximité des pistes est très grande. 4 enquêteurs du bureau d'enquête et d'analyse ont été dépêchés sur place. Il est trop tôt pour savoir à quelle distance étaient les deux avions. Ce n'est pas passé loin, mais il faut attendre l'examen des vidéos de l'aéroport et des données radars pour le déterminer. Les enregistrements audio de l'échange entre la tour de contrôle et les pilotes devraient permettre de déterminer rapidement la responsabilité de cet incident grave. Et plus que quelques minutes avant de savoir si Ousmane Dembélé sera sacré Ballon d'Or. Pour l'instant, le PSG rafle la mise lors de la cérémonie qui est en cours au théâtre du Châtelet. Donnarumma a été sacré meilleur gardien de la saison. Luis Enrique, meilleur coach. Et le jeune prodige du Barça, Lamine Yamal, a lui reçu le trophée Copa du meilleur espoir. Mais c'est quand même une soirée, Loïc, en demi-teinte pour le PSG. Pourquoi? Parce qu'ils ont été battus lors du Classico. Le PSG qui s'incline 1-0 face à Marseille. Un but du Marocain Nayet Aguerd de la tête.
Merci Cécile sur ce dernier but de l'OM. On ouvre la troisième page de ce 21-23 depuis 21h. Vous suivez en direct sur France Info l'allocution d'Emmanuel Macron qui vient de reconnaître l'État de Palestine à New York. On en parle sur notre plateau avec Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Lila Bellili, grand reporter pour notre émission Envoyé spécial, Rina Bassiste, bonsoir, vous êtes correspondante pour la radio israélienne Cannes et rédactrice au journal américain Al Monitor. Et vous êtes aussi ancienne diplomate israélienne. On va décrypter tout ce qui s'est joué à New York et en Palestine aussi ce soir. Et on va tout de suite prendre la direction de New York pour retrouver notre correspondant Franck Genozo. Franck, bonsoir. Vous êtes donc aux Nations Unies à New York. Vous avez suivi ce discours historique. Vous êtes notre correspondant aux États-Unis depuis plusieurs années. On sait, Donald Trump, lui, n'a pas vraiment goûté cette reconnaissance. Il est même mécontent. Et aujourd'hui, les États-Unis sont le seul des 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU à n'avoir pas reconnu la Palestine. Effectivement, et c'est ça qui, en quelque sorte, sur la scène diplomatique, est en train d'isoler l'Amérique. C'est en tout cas l'analyse que font un certain nombre d'observateurs ici à New York. Et la réaction tout à l'heure de Donald Trump a été donnée par la porte-parole de la Maison-Blanche. C'était en quelque sorte de façon anticipée. C'était quelques heures avant le discours d'Emmanuel Macron. Et je vous la livre. La reconnaissance de l'État palestinien est une récompense pour le Hamas. Ce sont les mots de la Maison-Blanche tout à l'heure, des mots prêtés à Donald Trump. Et c'est la position de l'administration américaine depuis le mois de juillet, l'administration américaine qui estime que cette reconnaissance renforce en quelque sorte le rôle du Hamas dans les négociations actuelles, à un moment où la diplomatie américaine a fait beaucoup d'efforts en vue de l'obtention d'un cessez-le-feu durable entre Israël et le mouvement islamiste du Hamas, une administration qui reste par ailleurs très fermement engagé auprès de son allié israélien et qui se retrouve donc isolé ici à l'ONU face à ce bloc de 142 pays qui ont donc désormais reconnu l'État de Palestine au cours d'une conférence qui, c'est à noter Loïc, était tout de même menée par 2 alliés majeurs de l'Amérique en la présence de la France et de l'Arabie saoudite. La position de la France très critiquée ici par le Parti républicain, celui de Donald Trump, mais également par les médias conservateurs, mais qui suscite aussi une certaine forme de scepticisme en quelque sorte dans d'autres médias, des médias plus centrés, plus libéraux, plus traditionnels. Et ce scepticisme, eh bien, il prenait ce matin la forme d'un titre dans le grand quotidien New York Times et le titre était le suivant: l'Europe parle fort, mais elle peine à agir. Beaucoup d'observateurs ici sont sceptiques sur les conséquences concrètes que peut avoir cette reconnaissance de l'État de Palestine sur la suite des affaires diplomatiques du monde. Merci Franck. Franck Genozo, notre correspondant aux États-Unis, nous a rejoint sur ce plateau. David Rigoulet-Rose, bonsoir, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique chez l'Harmattan. On va tout de suite repartir sur le terrain avec vous, Lila Bellili, parce que on a envie de parsemer cette soirée de retour sur le terrain, de décryptage en images. Il y a 2 ans, cette fois-ci, vous aviez été, pour notre émission Envoyé spécial, faire un reportage qui était absolument glaçant sur une route, l'autoroute. C'est la route 60. 60, voilà, qui longe toute la Cisjordanie. Et donc, on va parler là de colonisation, de tout ce qui se joue, parce que bon, la reconnaissance symbolique de la Palestine, c'est une chose. Maintenant, il va falloir la mettre en ordre, et c'est une autre paire de manches. On regarde d'abord cette séquence absolument folle que vous aviez tournée dans une station-service sur cette route 60. On regarde et on en parle après tous les 4. Les stations-service sont l'un des rares endroits où juifs et arabes sont bien obligés de se rencontrer. C'est écrit quoi? Vengeance. Dans celle-ci, au mois de juin dernier, 2 Palestiniens d'un village voisin ont abattu 4 colons israéliens. Les gens, ils sont en armes. Depuis, les Israéliens viennent en armes pour faire le plein. Et les plaques blanches palestiniennes ne fréquentent plus la station. On n'est plus en sécurité comme avant. C'est ça la vie ici, c'est compliqué. Sarah Liesson est une ancienne Parisienne. Et quand elle prend du carburant, elle aussi est armée. On doit partir. Oui. Pourquoi vous avez ça? Pour rester en vie.
Si je suis en danger, moi ou mes enfants, alors tout de suite, je l'utilise. L'une des victimes de cette attaque était le meilleur ami de son fils. Il y a eu un terroriste arabe qui est arrivé de là-bas, de la route 60. Et le terroriste, d'abord, il a tiré sur toutes les voitures, puis après, il a couru ici, vers là. Et il est rentré dans le restaurant et il a tiré sur les gens qui étaient en train de manger. Et ici, il y a une balle qui est rentrée dans la vitre. L'un des deux assaillants a été abattu par un civil israélien. L'autre a réussi à s'enfuir. Depuis le 7 octobre, le gouvernement israélien incite les civils à sortir armés. Dès qu'il y a un arabe qui s'approche, j'ai peur pour ma vie. J'ai peur qu'ils attaquent, j'ai peur qu'ils tirent. Et j'attends pas qu'il se passe quelque chose, c'est que mes enfants ils restent seuls sans mère. Est-ce qu'un arabe, c'est un danger potentiel? Oui. Incroyable séquence, reportage à revoir en replay sur les plateformes France Télévisions, la route de la haine, en octobre 2023 pour Envoyé spécial. Ça, c'est quelques semaines après le 7 octobre, Lila. On voit là une station-service, j'allais dire, qui ressemble à toutes celles qu'on aurait chez nous en France, et on sent là cette tension des deux côtés. Et là, en l'occurrence, il y a eu des morts israéliens. Ouais. La différence, c'est qu'ils sont tous armés. On le voit avec la française. D'ailleurs, j'avais pris de ces nouvelles il y a peu de temps. Elle a déménagé depuis. Mais elle a déménagé dans une autre colonie qui s'appelle Éviatar. Et c'est un endroit intéressant parce que je pense que c'est important de rappeler ce que veut dire aussi une colonie. Une colonie, ça veut dire une implantation juive en territoire palestinien. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ce reportage la route de la haine, parce qu'il y a des affrontements entre colons et Palestiniens tous les jours. Là, on l'a vu à la station-service, il y a 4 Israéliens qui ont été tués par des Palestiniens, mais il y a aussi de nombreux morts côté palestinien. Il y a des attaques de colons quasiment tous les jours. Donc c'est une situation vraiment explosive en Cisjordanie aujourd'hui. Rina Bassiste, quand vous voyez ce reportage-là, on est au cœur d'une haine tenace des deux côtés qu'il va falloir surmonter. Donc la reconnaissance symbolique de l'État de Palestine ce soir, c'est vraiment qu'une petite partie du chemin qui est faite. Et on peut même discuter s'il y a un chemin qui a été fait du tout. Parce que pour beaucoup d'Israéliens, il y a en fait 2 possibilités. Soit il y a un aveuglement total de la part de la diplomatie française parce qu'il y a une crise sur le terrain à Gaza, il y a la guerre. M. Netanyahu ne veut pas en finir. Pourtant, il y a beaucoup d'Israéliens qui appellent à finir avec la guerre, la libération des otages. Et là, il y a des Israéliens qui vont dire la France, comme la France est impuissante sur ce terrain-là, sur cette crise-là, il y avait un choix de prendre un autre chemin. La reconnaissance, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus spectaculaire, c'est beaucoup plus théâtral. Donc là, on dit aucun chemin n'a été fait sur le sujet parce que ça va amener à rien, parce que ce n'est pas les crises sur lesquelles il faut maintenant se focaliser. Ça, c'est une chose. Après, on peut aussi donner notre interprétation à ce qui s'est passé ce soir. À l'ONU, on peut aussi dire, oui, c'était très important ce que le président a fait. Mais là, les Israéliens, ils ont une autre interrogation qui est mise sur la table. Ils disent, si c'est si important, si vraiment ça amène justement, ça fait un bout de chemin, ça veut dire que la France avait une carte très importante à jouer. Et cette carte que la France a jouée, en fait peut-être la seule carte que la France a jouée, la France a joué cette carte sans, par exemple, avoir les certitudes que les otages sont libérés, sans avoir les certitudes... en le demandant explicitement. Il n'y aura pas par exemple, il y aura pas d'ambassade à Paris ou d'ambassade en Palestine. Pardonnez-moi, la question d'ouvrir une ambassade, est-ce que vous pensez vraiment, vous, les Français, l'Élysée, les Quai d'Orsay, que Hamas, ça l'importe? Est-ce que ça, c'est un moyen de pression sur Hamas, que la France ne va pas ouvrir son ambassade en Palestine? Il ne faut pas être naïf quand même. On sait très bien, ça, ce n'est pas du tout un levier sur Hamas. Un levier sur Hamas, ça aurait pu être, par exemple, dans cette déclaration de New York, où il y a beaucoup d'éléments positifs que les Israéliens n'étaient pas trop exposés, parce que, les Français, ils ont
mener les choses comme ils ont fait. Mais par exemple, il n'y a pas un engagement de la part des pays arabes de geler des fonds de Hamas. Il n'y a pas des engagements de la part des pays arabes d'expulser des militants de Hamas. Donc, il y avait certains leviers que la France a choisi de ne pas demander justement. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui est historique d'un côté, mais de l'autre côté, très, très déclarative, et avec aucune certitude que ça va nous amener ni au relâchement des otages, ni à la fin de la guerre à Gaza, ni à la fin de la crise humanitaire. Alors justement, Rina Bassis, une déclaration, je vais vous faire réagir sur ce plateau. Mahmoud Abbas, donc le président de l'autorité palestinienne, vient d'appeler le Hamas à rendre les armes. Il condamne le 7 octobre et il demande aussi la libération des otages. Il condamne aussi le fait, évidemment, que le Hamas a enlevé des otages. Il ne l'avait pas fait, Mahmoud Abbas, depuis le 7 octobre. Alors, on rappelle pour nos téléspectateurs, Mahmoud Abbas, autorité palestinienne, en Cisjordanie, à Ramallah. Ce n'est pas du tout la même branche que le Hamas. Ils se sont d'ailleurs tirés dessus à de nombreuses reprises. Mais est-ce que Philippe Etienne et puis David Rigoulet-Rose, et puis vous aussi, Rina, est-ce que cette déclaration de Mahmoud Abbas, c'est encore qu'une déclaration, Rina, je suis d'accord, mais est-ce que ça va dans le bon sens, en tout cas, Philippe Etienne? Alors moi, je voudrais rappeler, on l'a dit tout à l'heure, mais avant que vous arriviez, que cette reconnaissance n'est pas un acte isolé de l'ensemble de la problématique. Vous avez raison de dire que si c'était une reconnaissance en ignorant ce qui se passe sur le terrain, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais ce n'est pas le cas. Il y a deux documents préalables. C'est effectivement les engagements de Mahmoud Abbas, qui sont d'ailleurs des engagements, y compris de politique intérieure, qui concernent l'enseignement de l'histoire, qui concernent la fin de ce système où l'on donne de l'argent aux soi-disant familles des soi-disant martyrs. Donc des engagements assez précis par rapport à ce qui se passait jusqu'à présent. Et puis il y a cette déclaration de 142 pays, dont les soutiens du Hamas traditionnels, tels que la Turquie et le Qatar, qui ont pris des engagements vis-à-vis du Hamas, c'est-à-dire en particulier le désarmement. C'est pas seulement le désarmement, c'est le fait que le Hamas est exclu de toute gouvernance. Alors après, quand faut-il jouer cette carte? On a aussi eu ces discussions. Est-ce que le Hamas a intérêt, en fait, à ce qu'il y ait cette pression pour la paix? Ce n'est pas forcément le cas. Donc, si on met la libération des otages comme première condition à la reconnaissance, quel est l'intérêt du Hamas de libérer les otages, en fait? Cette initiative, elle va contre le Hamas. Elle est pour écarter le Hamas. Et ce n'est pas seulement la France ou des pays européens ou des pays occidentaux comme le Canada ou l'Australie ou le Royaume-Uni. C'est aussi les pays arabes, les pays musulmans. Donc c'est quand même une initiative assez forte. Ça ne veut pas dire qu'elle sera facile à jouer, mais ce qui est très important par rapport à ce qui a été dit, finalement, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que ça va rester une parole en l'air? Dans ce plan, il y a le jour d'après, c'est-à-dire le jour d'après, ce qu'on veut, c'est-à-dire la libération des otages que le président de la République a exigé sans condition et le cessez-le-feu. Le jour d'après, c'est une initiative à Gaza, parce que l'une des difficultés de ce cessez-le-feu, donc de la libération des otages, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Et là, ce plan franco-saoudien, il propose des choses précises, et ces choses précises, elles vont encore être travaillées cette semaine à New York par tous les pays qui participent à cette... Et ces choses précises sont essentielles pour la sécurité d'Israël. Et c'est normal, je trouve, moi, là je parle en tant que personne, que la population israélienne, on l'a dit, soit traumatisée encore aujourd'hui par le 7 octobre 2023. Et c'est normal que les Palestiniens... On rappelle pour nos téléspectateurs que c'est l'équivalent de 10 000 Français tués si on rapporte à la population. C'est comme si on avait eu 10 000 morts en France. Dont 51 citoyens français, d'ailleurs. Et c'est aussi normal que les Palestiniens n'y croient pas trop dans la situation désespérée où ils sont. Mais c'est pas une raison pour... au contraire, c'est une raison supplémentaire pour agir. Et donc, on voit pendant que vous parlez, monsieur l'ambassadeur, le nombre de morts, justement, depuis le 7 octobre, entre le nombre de morts palestiniens et le nombre de morts israéliens. Et encore une fois, une vie est une vie. Il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur et dans la tragédie, mais ça montre effectivement des échelles de chiffres. C'est un massacre épouvantable, une tragédie épouvantable. Donc,
Ce que je voulais simplement dire, c'est que dans ce plan, il y a des éléments qui se complètent. Il va falloir les mettre en œuvre, mais cet engagement de nombreux pays à soutenir une force de stabilisation, en excluant totalement le Hamas, pas seulement au plan militaire, mais au plan de la gouvernance, c'est quand même un élément concret, une proposition qui est apportée. David Rigoulet-Rose, justement, exclure le Hamas, tout le monde comprend bien j'allais dire le bien fondé, d'exclure le Hamas. Mais il est toujours là, le Hamas, hein, même après plus de 2 ans de guerre. Oui, il est toujours là, mais effectivement, il y a une dimension, il y a un pari sur l'avenir qui est fait dans la déclaration présidentielle. D'ailleurs, l'annonce justement qui a été faite aujourd'hui n'aurait pas pu se faire sans la lettre de Mahmoud Abbas du 10 juin dernier, où il évoquait pour la première fois la condamnation du 7 octobre, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent, la mise à l'écart du Hamas et la perspective très hypothétique pour l'instant d'élection. Ça rend explicite des choses qui étaient sous-jacentes et qui n'avaient jamais été dites et qui vont obliger pour la suite, d'une certaine manière, quelle que soit l'évolution de la situation, même si elle demeure très très ambivalente, parce qu'évidemment, il y a l'hypothèque du Hamas qui demeure, comme vous le soulignez. Mais en même temps, effectivement, M. l'ambassadeur a rappelé qu'il y avait quand même le Qatar et la Turquie qui s'étaient sentis obligés quand même de se désolidariser d'un mouvement qui avait été soutenu initialement. Donc c'est pas anodin, même si pour l'instant ça prend pas encore d'engagement coercitif. Mais l'enjeu, c'était notamment de l'annonce du président Macron, quoi qu'on puisse considérer pour les attendus incertains de la suite, c'était l'idée de prendre date probablement lorsqu'il a fait cette annonce en juillet dernier, qu'il n'y aurait pas validation juridique d'une politique de fait accompli. Même si sur le terrain, concrètement, ça ne va pas changer de manière immédiate la situation des Palestiniens. Mais c'est là où je parlais de pari sur l'avenir, parce qu'il faut offrir une perspective qui était fermée. Et d'une certaine manière, il s'agit d'enjamber une séquence gouvernementale de Netanyahou. Parce qu'il faudra bien qu'il y ait une perspective à un moment ou à un autre, justement, qui validera la mise à l'écart irréversible du Hamas, qui pour l'instant est encore là. Alors, on va tout de suite retourner sur le terrain, là où ça se joue, à New York. On va à cette Assemblée générale des Nations Unies. On va retrouver Pascal Confavreux. Bonsoir, Monsieur Confavreux. Vous êtes le porte-parole du Quai d'Orsay, porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez suivi toute cette journée, le discours d'Emmanuel Macron. J'avais envie de vous demander en quoi c'est une victoire diplomatique pour la France. Vous allez nous l'expliquer. Et puis, de l'intérieur, vous avez vécu cette journée. Racontez-nous un peu les coulisses de ce jour historique. Voilà, jour historique, je crois que l'expression est en effet juste. C'est le sentiment qui se dégageait de la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se trouve juste derrière moi, dans lequel le président de la République a reconnu formellement l'État de Palestine. C'est aujourd'hui un sentiment aussi que ces 142 pays qui ont voté en faveur de la conférence des 2 États sont unis derrière cette dynamique que la France a réussi à créer. Et il y a une dizaine de mois, si on nous avait dit ça, je pense que peu auraient cru que nous arrivions à créer cette dynamique. Derrière cette dynamique, il y a une dizaine d'États qui ont reconnu l'État de Palestine, mais il y a aussi des engagements très fermes de condamnation du Hamas, vous en parliez, et d'intégration régionale de type OSCE ou ASEAN, qui sont ce qui vont permettre le jour d'après aussi sur la sécurité et les forces de stabilisation et la reconstruction. Voilà, c'est tout ça, et c'est l'honneur un peu de la France d'avoir réussi à créer cette dynamique et d'avoir un petit peu sorti la solution des 2 États de l'état du danger de mort dans lequel elle se retrouvait il y a plus d'1 an. Pascal Confavreux, une autre question. On a entendu, notamment Benjamin Netanyahou était très, très critique sur cette reconnaissance, Donald Trump également. Israël a menacé de rétorsion, des menaces voilées, par exemple sur le consulat de France à Jérusalem. Que fera la France, que répondra la France si Israël met ces menaces à exécution, ferme par exemple un consulat à Jérusalem? Alors, nous n'avons pas été notifiés de quoi que ce soit par les autorités israéliennes. Nous avons vu ça en presse. Il est bien évidemment naturel qu'il y aura une réponse de très grande fermeté si c'était le cas.
Merci beaucoup Pascal Confavre, porte-parole du Quai d'Orsay à New York. Rina Bassiste, vous avez entendu tout ce qu'on vient de dire. On sait, hein, les Israéliens, y compris d'ailleurs des Israéliens qui étaient pour la paix, on les sent réticents à cette reconnaissance aujourd'hui. On a parlé avec Lila Bellili de l'extrême droite israélienne, mais on a vu des reportages, hein, des Israéliens en faveur de la paix sont aussi réticents. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est votre cas. Vous dites que c'est un peu trop tôt. Je ne dis pas que vous étiez contre cette reconnaissance, mais pas maintenant. Est-ce que je résume bien votre pensée? Personnel, je donne mon analyse ici de la société israélienne, je précise ça. Il y a deux choses là. Il y a les sentiments israéliens vis-à-vis cette initiative, et il y a aussi les sentiments israéliens vis-à-vis la France dans ce rôle. Là, je vais juste donner une petite note sur ce qui a été dit par le porte-parole de Quai d'Orsay. Quand les porte-parole de la France utilisent ce genre de termes, c'est l'honneur de la France, c'est la France qui gagne, c'est une victoire de la diplomatie française, c'est la France qui va amener la paix du Proche-Orient, ça ne va pas bien jouer avec les Israéliens parce que ça renforce une certaine caricature de la France qui essaie de se mêler, qui est la championne de toutes les conférences internationales qui n'ont jamais marché, qui n'ont rien apporté de la paix au Proche-Orient. Donc ça, c'est une petite bémol juste sur la terminologie que j'attends depuis des semaines et des semaines, qui n'est pas très constructive côté israélien. Maintenant, sur le sujet même, si on regarde les chefs de partis politiques israéliens, vraiment la plupart, y compris les centres et les gauches plus proches du centre, disons, ils sont tous contre cette initiative parce qu'il y a ce sentiment en Israël comme si le moment est mal choisi. Ce n'est pas que les Israéliens ne sont pas pour la solution des deux États. Je crois que si on fera un sondage, la plupart des Israéliens acceptent cette idée qu'il faut vivre avec les Palestiniens pas en paix peut-être, le mot paix peut-être n'est pas juste, mais en sécurité, en certain calme. Et pour arriver à une situation comme ça, il faut avoir deux États, parce qu'il n'y a pas une autre solution. Est-ce qu'il faut pour cela reconnaître maintenant l'État palestinien? Ça, c'est une autre chose. Et là, cet enchaînement français qui disent, pour arriver à la solution des deux États, pour entamer un dialogue, nous, on va forcer ça parce qu'on va reconnaître l'État palestinien. C'est quelque chose qui évoque beaucoup de sentiments très négatifs en Israël. Et surtout, vous avez tout à l'heure parlé de cette lettre de Mahmoud Abbas qui était adressée à qui? À la France et à l'Arabie Saoudite. Il ne s'est pas adressé aux Israéliens. Il fallait d'abord qu'il s'adresse aux Israéliens. Et il y a aussi ce sentiment en Israël, comme si c'est très bien, après 2 ans, quand il y a justement cette prix phénoménal de la reconnaissance de la Palestine, là, soudainement, il est d'accord, là, il condamne, là, il est d'accord de faire des élections, là, il va réviser l'autorité palestinienne. Or, les choses ne doivent pas dépendre l'un à l'autre. Il faut condamner le 7 octobre. Il faut revitaliser l'autorité palestinienne. Il faut arrêter avec l'incitation dans des livres, des incitations à la haine. Ça ne doit pas être couplé avec cette reconnaissance de l'État de Palestine. Philippe Etienne, le mot de la fin, parce qu'on va avoir le rappel des titres dans quelques instants, mais vous avez été ambassadeur aux États-Unis. Les États-Unis bloquent toujours. Qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que vous pensez qu'on verra il faut attendre un hypothétique départ de Donald Trump pour qu'un jour, peut-être, les États-Unis reconnaissent la Palestine, ou on en est encore très, très loin? Bon, d'abord, aux États-Unis, il y a différents points de vue. Moi, j'ai sous les yeux l'article dans Foreign Affairs de Richard Haas. Le titre, c'est « Un État palestinien serait bon pour Israël », tout simplement pour éviter à Israël un état de guerre permanent et d'éviter à Israël l'isolement. Ça, ce n'est pas un point de vue français, c'est un point de vue américain. Donc, il y a différentes opinions. Mais l'administration Trump, en effet, ça avait été dit très clairement par Marco Rubio, le secrétaire d'État, a le même discours que le gouvernement israélien, qui est que cela renforce le Hamas. Alors que nous disons, notre sentiment, c'est le contraire, du côté français, mais aussi du côté de tous les initiateurs. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas que la France. Je comprends ce que vous dites sur les expressions françaises, mais derrière, il y a quand même beaucoup de pays, et il y a déjà l'Arabie Saoudite et la France. Et derrière aussi, il y a l'avenir de la reconnaissance d'Israël par les pays de la région.
C'est les accords d'Abraham auxquels tient c'est Donald aussi, Trump. c'est aussi ce qu'a dit le président de la République. Bon. Merci. On déborde, 22h32. Le rappel de titre avec vous, Cécile Bartoli. C'est lors d'un discours d'une quinzaine de minutes à la tribune de l'ONU qu'Emmanuel Macron a officialisé la reconnaissance de l'État de Palestine. Pour le président, il y a urgence. Emmanuel Macron qui a ajouté que l'établissement d'une ambassade de France dans le futur État palestinien sera conditionné à la libération de tous les otages détenus à Gaza et à un cessez-le-feu dans ce territoire. Fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Ce matin, la salle d'audience était pleine pour assister à l'ouverture du procès de Cédric Jubilard. Il a accepté d'être filmé à son arrivée. Crâne rasé, en pantalon de jogging, il a une nouvelle fois nié le meurtre de sa femme Delphine dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Une enquêtrice de personnalité est revenue sur le profil du couple. Cédric Jubilard, c'est quelqu'un qui est très volubile, très exubérant, pas toujours adapté, qui peut être pour certains froid, autoritaire, qui aime se mettre en lumière, qui peut être dominant face à une épouse qui est très effacée, qui est très taiseuse. On sait qu'elle gère en fait Delphine Jubilard, elle gère le foyer, elle gère les dépenses. C'est une sorte de pilier invisible. Autre procès très médiatique qui a commencé aujourd'hui, celui du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Lui et plusieurs de ses proches sont accusés de chantage à la sextape sur son ancien maire adjoint qui aurait été filmé à son insu. Gaël Perdriau est également poursuivi pour association de malfaiteurs et détournement de fonds publics. L'audience a débuté avec la diffusion de la vidéo à huis clos. Plus que quelques minutes avant de savoir si Ousmane Dembélé sera sacré Ballon d'Or. Pour l'instant, le PSG rafle la mise lors de la cérémonie qui est en cours au Théâtre du Châtelet. Donnarumma a été sacré meilleur gardien de la saison. Luis Enrique, meilleur coach. Le jeune prodige du Barça, Lamine Yamal, a lui reçu le trophée Copa de meilleur espoir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Loïc. Merci Cécile, on poursuit, on termine cette soirée d'édition spéciale après la reconnaissance de l'État de Palestine à New York par Emmanuel Macron il y a 1h30 très précisément, toujours sur notre plateau. Lila Bellili, bonsoir, grande reporter pour notre magazine Envoyé spécial. On va revoir des extraits de vos reportages en Israël et en Cisjordanie qui sont édifiants. À vos côtés, Christophe Gascard, grand reporter pour notre rédaction à France Télévisions, et aussi vous avez été à de très nombreuses reprises en Israël et à Gaza. David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique chez l'Harmattan. Et puis Rina Bassiste, rebonsoir, correspondante pour la radio israélienne Cannes et rédactrice au journal américain Al Monitor. On retourne tout de suite sur le terrain, on va aller voir notre correspondant Arnaud Miguet en Israël. Justement, Arnaud, on vous retrouve à Tel Aviv. Quelle est l'atmosphère ce soir, Arnaud, après cette reconnaissance et le discours du président Emmanuel Macron qui n'a pas forcément plu aux Israéliens? Ce soir, Loïc, les Israéliens sont chez eux, il n'y a personne dans les rues, c'est le repas de fête, celui du Nouvel An juif. Et l'on parle beaucoup plus de la vidéo d'un otage, Alon Noël, détenu à Gaza. Une vidéo a été envoyée par le Hamas aujourd'hui, beaucoup plus que du discours d'Emmanuel Macron sur la reconnaissance de l'État palestinien. De toute façon, la position française est bien connue depuis longtemps et décriée. Elle fait même l'unanimité contre elle. Que ce soit au sein de la population, qui a 80%, selon un dernier sondage, pense qu'une solution à deux États est tout simplement aujourd'hui impossible. Cet après-midi, d'ailleurs, dans les rues de Jérusalem, on nous expliquait que la France n'était plus une alliée ou encore que la France faisait le jeu du Hamas. Dans la classe politique israélienne, de l'opposition jusqu'au gouvernement, qui n'a jamais été aussi à droite de l'histoire du pays, il y a aussi largement consensus et c'est suffisamment rare pour être noté. Reconnaître un État palestinien revient à récompenser le terrorisme, dit-on ici, 23 mois après les attaques du 7 octobre 2023. Arnaud, on en parlait il y a quelques instants avec le porte-parole du Quai d'Orsay qui était en direct avec nous depuis New York. Israël menace la France de rétorsion. On parle d'une fermeture du consulat de France à Jérusalem. Qu'en est-il de ces menaces de rétorsion contre la France ?
Des mesures de rétorsion, Loïc, il y en aura. C'est une menace et une promesse du Premier ministre israélien qui ne décolère pas contre l'initiative française. On aura la réponse après la rencontre entre le Premier ministre israélien et le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est-à-dire après le 29 septembre. La vengeance est un plat qui se mange froid. Alors il y a tout un éventail de mesures. Ce pourrait être le renvoi de diplomates ou la fermeture du consulat français de Jérusalem. Et puis, pour le nouvel État reconnu par Paris, Israël prévoit une intensification de la colonisation en Cisjordanie et probablement aussi une intensification de la guerre à Gaza. David Rigoulet-Rose, ce que nous dit Arnaud, oui, Israël va, j'allais dire, monter en puissance sur les rétorsions. Peut-être pas que contre la France, d'ailleurs, puisqu'on me rappelle, nos téléspectateurs, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie ont reconnu la Palestine ces 24 dernières années. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des relations interpersonnelles entre le président français et le Premier ministre qui sont devenues très mauvaises. Entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou. Et Benyamin Netanyahou, qui reproche, le Premier ministre israélien, qui reproche tout particulièrement à la France l'initiative qui est... Probablement parce qu'à l'époque de l'annonce, en juillet dernier, il y a eu une forme de sarcasme et une sous-estimation d'une potentielle dynamique qui est avérée aujourd'hui et donc qui avait été peut-être sous-estimée par le gouvernement israélien, ce qui explique la véhémence actuelle. Il y a une forme un peu de dépit et donc il y aura probablement effectivement des réactions, notamment on parle du consulat... justement à français de Jérusalem et d'autres. Il y a une incompréhension aujourd'hui qui est réelle et qui fait fi des liens étroits qu'il y a entre les deux pays depuis très longtemps et qui est en partie lié justement au passif des relations interpersonnelles en cause aujourd'hui. Il ne faut pas présager de l'avenir, mais en tout cas là pour l'instant il y a effectivement c'est un vrai problème. Et parce qu'en fait, il y a une double incompréhension, à la fois du côté français par rapport à l'idée de deux États, enfin des Occidentaux, qui ont du mal à comprendre que même ceux qui ne soutiennent pas Netanyahou, et d'ailleurs ça a été rappelé là, aujourd'hui la psyché israélienne a été tellement ébranlée par le 7 octobre que l'idée de la solution à deux États est inaudible pour l'instant. Et puis du côté effectivement... israélien, l'idée que l'annonce présidentielle française était susceptible de finalement de donner une prime aux terroristes du Hamas, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc il y a une double incompréhension qui s'auto-alimente et qui explique aujourd'hui évidemment les relations très difficiles qui se manifestent avec des risques de mesures de rétorsion parce qu'il y a un passif qui pour l'instant prévaut. Rina Bassiste, on a d'ailleurs consacré une émission sur ce plateau il y a quelques jours à ce sentiment, ça nous donnait l'impression qu'Israël se sentait seul contre tous, et puis tant pis. Est-ce que c'est ce que vous sentez, vous, dans la société israélienne, ou seul presque contre tous, puisqu'on le voit, évidemment, les États-Unis sont toujours un très très fidèle allié d'Israël, mais quand même, est-ce que les Israéliens se sentent un peu seuls contre tous, et puis c'est pas grave, on se défendra seul? En tout cas, c'est ce que Benjamin Netanyahou lui-même a dit juste il y a quelques jours, qu'il a admis que la situation, l'isolement d'Israël grandisse de jour en jour, qu'il faut faire face. Mais pour lui, faire face, qu'est-ce que ça veut dire faire face? Ça veut dire se trancher dans ses positions, continuer avec la guerre contre le Hamas juste au bout, aller conquérir Gazaville. Ce n'est pas du tout pour lui une incitation de changer de méthode ou de changer de politique. Donc, si on demande Benjamin Netanyahou, absolument, c'est Israël contre tous, sauf les États-Unis, qui est notre grand allié, qui reste notre grand allié, et tant pis pour tous les autres. Il se trouve que la France, comme la France a cette consulat à Jérusalem, c'est une consulat très particulière parce que cette consulat à Jérusalem, qui est en fait dans l'Ouest, pas dans l'Est, mais qui sert d'abord comme une ambassade de facto vis-à-vis les Palestiniens. Et ça fait quelques années que la France n'a pas vraiment un bureau à Ramallah, ce qu'il y avait peut-être il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, on a juste une sorte d'institut culturel avec les Allemands, donc ce n'est pas exactement un bureau diplomatique. Donc, on a ce consulat à Jérusalem qui sert comme une ambassade, mais c'est aussi un consulat qui sert
pour des affaires consulaires pour les juifs israéliens qui habitent à Jérusalem. Notamment pour des binationaux, des franco-israéliens. Voilà. Donc là, on sera dans une situation très bizarre où Israël risque justement de fermer ses consulats. Ça va heurter aussi les citoyens israéliens, mais comme on l'a dit tout à l'heure, pour Netanyahou, tant pis pour tout. Si la France veut la guerre, on va donner la guerre. On va retourner justement sur le terrain avec vous, Lila Bellili, voir, on va aller en Israël. Vous aviez tourné une autre séquence assez édifiante avec des colons israéliens qui venaient camper près de la frontière, près du mur de Gaza. On regarde cette séquence, donc tournée pour Envoyé spécial. C'était il y a quelques mois, en février 2025, vous y étiez. On regarde et vous nous racontez après ce qu'il en ressort. Un peu plus loin sur cette route, que les civils désertent, nous rencontrons ce petit groupe. Une cinquantaine de colons radicaux qui s'installent en face de l'enclave palestinienne en ce jour de Shabbat. Malkiel, sa femme Hadar et leurs 8 enfants viennent dormir à la frontière plusieurs fois par mois. J'ai besoin d'un coup de main. Ramène-moi ça, ça va me servir. C'est le truc pour dormir. On a pris de la nourriture, des vêtements, des sacs de couchage, des tentes, tout ce qu'il faut pour faire Shabbat ici. Un Shabbat très politique. Depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, ces colons campent devant Gaza régulièrement. Il y a écrit quoi sur le capot? Ça veut dire Gaza est à nous pour toujours. La bande de Gaza doit revenir à Israël. Ça appartenait, ça appartient et ça appartiendra pour toujours. Vous avez conduit avec cet autocollant pour venir? Vous n'avez pas peur de conduire comme ça? Non. Non, peur de quoi? De qui? Les Palestiniens, par exemple? Pardon, mais c'est notre pays. Je dois avoir peur de conduire dans mon pays? Non. Allez, viens. On va poser les affaires. Planter sa tente et son drapeau « Gaza est à nous » en face de l'enclave, même si ce n'est que pour une nuit, c'est un symbole pour marquer ce qu'elle considère comme son territoire. Lila Bellili, on voit bien là sur votre reportage, ça c'est Israélien. Encore une fois, ce sont des Israéliens plutôt d'extrême droite, donc c'est une mouvance radicale, mais minoritaire dans le pays, minoritaire. Mais enfin, qui a du soutien politique. Ils ont beaucoup de soutien politique et ils n'ont pas du tout l'intention de partager cette terre. Donc là, on parle aussi de la colonisation qui bat son plein, je crois. Oui, et je pense que pourquoi on les appelle colons dans le reportage, je pense que c'est important d'expliquer la définition. Un colon, c'est une personne qui a la nationalité israélienne, de confession juive, et qui va s'installer en Cisjordanie, donc en territoire palestinien. Où là, eux, ils ont envie d'aller à Gaza. Eux, ils ont envie d'aller à Gaza et eux, ils vivent en Cisjordanie. On est allé tourner à Éviatar, par exemple, qui est une colonie qui est illégale au regard du droit international. Et c'est ça qui est important à montrer, c'est qu'en fait, les gens qui sont là, ils ont appliqué une méthode en Cisjordanie. Donc, en général, ils installent des campements en haut des collines. Donc, ça surplombe les villages palestiniens. Et ils disent que la stratégie qu'ils ont appliquée en Cisjordanie, là, ils ont l'intention de faire exactement la même chose à Gaza. Christophe, vous avez été aussi à de très nombreuses reprises en Israël. La colonisation, quand on est en Israël, ça se voit notamment en Cisjordanie. Donc c'est la solution à 2 États là, dont on parle à nos téléspectateurs depuis le début de la soirée. La Cisjordanie, c'est un gruyère aujourd'hui. Il y a un petit bout palestinien, un petit bout de colonie israélienne. Est-ce que c'est viable? Mais vous avez raison de le répéter. À la fois, ils sont minoritaires, mais en même temps majoritaire dans le gouvernement d'extrême droite, dans le sens de Benyamin Netanyahou. C'est vraiment une très courte majorité, ce qu'il a Benyamin Netanyahou à la Knesset. C'est 120 députés, ils sont à 61, 62. À chaque fois, ça se joue à 1 ou 2 près. Et finalement, ceux qui lui ont permis de rester au pouvoir, de faire cette guerre, et il est là depuis bien avant le 7 octobre, ce sont justement ces ministres d'extrême droite, dont Smotrich, qui a dit, il y a quelques jours seulement, cette terre à Gaza, elle doit nous revenir, et voire même si effectivement les Américains, dans leur
volonté de faire une Riviera et de reprendre tout cela, voire même il devrait y avoir une compensation financière. Vous imaginez à quel point la provocation, elle est à la fois terrible, humiliante pour ceux qui vivent sur place et qui vivent sous les bombes, parce qu'à l'heure où l'on se parle, il y a encore des victimes palestiniennes, malheureusement, tous les jours, dont on ne voit pas, parce que, encore une fois, on le rappelle, puisque c'est sur le terrain, eh bien, nous, on ne peut pas aller sur le terrain à Gaza. On peut voir ce qui se passe, effectivement, en Cisjordanie, où c'est extrêmement compliqué. Mais moi qui suis journaliste depuis plus de 25 ans, je me souvenais, et je m'en souvenais tout à l'heure en essayant de préparer cette émission, c'était déjà l'une des questions que j'avais lors de mon concours à l'école de journalisme. Est-ce que finalement cette colonisation, c'est pas la poursuite de la guerre perpétuelle? Et finalement, ce qui se passe ce soir aussi dans cette déclaration onusienne d'Emmanuel Macron, c'est cette volonté de dire on n'en peut plus de cette guerre, il faut trouver les chemins de la paix. Il a donné les voies, il a donné des perspectives. Reste à savoir si ça va pouvoir s'appliquer. On l'espère tous, bien évidemment. Dans les dernières minutes qui nous restent, Rina et puis David, je vais vous montrer un dernier reportage, parce que maintenant, une autre des questions, c'est qui pourrait gouverner la Palestine. On a entendu les déclarations de Mahmoud Abbas tout à l'heure, mais bon, Mahmoud Abbas est extrêmement âgé, 89 ans, je crois. Il n'est pas dans l'avenir de la Palestine. On regarde d'abord ce reportage de Bastien Valeron et vous nous donnez vos éclairages après. L'équation est aujourd'hui un casse-tête. Après sa reconnaissance, qui pourrait légitimement incarner ce futur État palestinien? Une chose est sûre, le Hamas, maître de Gaza depuis 2007, ne fait pas partie des prétendants possibles. La France a obtenu vendredi 12 septembre dernier, pour la première fois, que les Nations Unies condamne le Hamas pour ses crimes, appelle à son désarmement et à son exclusion de tout futur rôle dans la gouvernance de Gaza. Une alternative crédible pourrait se trouver du côté de l'autorité palestinienne installée en Cisjordanie et de son président depuis près de 20 ans, Mahmoud Abbas. Mais son âge, 89 ans, et sa légitimité très controversée, y compris chez les Palestiniens, fragilisent sa candidature. Il n'est également pas reconnu comme un partenaire fiable selon les États-Unis. Si Abbas n'incarne pas l'après-conflit, comment alors se choisir un nouveau représentant? Comme promis par le président de l'autorité palestinienne à Emmanuel Macron, des élections présidentielles et législatives devraient avoir lieu dans l'année. Des élections inévitablement conditionnées à la fin du conflit à Gaza, selon la ministre des Affaires étrangères palestinienne. Comment voulez-vous que l'on organise des élections si ce génocide et cette guerre continuent? Comment la population de Gaza peut-elle voter? Est-ce que la France accepterait que seulement la moitié du pays participe à des élections? Autre solution, celle menant à Marwan Barghouti, 65 ans. Emprisonné depuis 20 ans en Israël pour son rôle dans la seconde intifada, il est un symbole pour la quasi-totalité des Palestiniens. Opposant de Mahmoud Abbas ainsi que du Hamas, il appelle à une résistance politique et structurée. Difficile toutefois d'imaginer l'État hébreu libérer un tel leader, capable d'incarner une voix populaire et légitime. David Rigoulet-Rose, le mot de la fin, puis après avec Rina. Difficile, une autorité palestinienne aujourd'hui. L'incurie de l'autorité palestinienne, disait Emmanuel Macron tout à l'heure. C'est le problème de l'interlocuteur, puisque cette autorité palestinienne, elle est totalement dévaluée, démonétisée, y compris par rapport à sa propre population. C'est le problème. C'est pour ça que Joe Biden, lorsqu'il était encore président, avait parlé de la nécessité de revitaliser une autorité palestinienne, de la réformer en profondeur, d'après la terminologie du président français. Mais évidemment, c'est un enjeu crucial, parce que c'est la question de l'alternative au Hamas. Il faut qu'il y ait une alternative crédible. Sinon, effectivement, c'est une impasse. Et là, c'est un vrai problème de fond. D'où la question des élections, mais qui sont pour l'instant pas envisageables pratiquement parlant. Donc c'est un peu la quadrature du cercle pour l'instant, même si c'est évidemment une question centrale. Rina Bassiste, le mot de la fin, on entendait là dans le reportage, par exemple Marwan Barghouti, est-ce que Israël a accepté de faire la paix avec un Palestinien qu'elle détestait? Il s'appelait Yasser Arafat. C'était en 1993 les accords d'Oslo, puis après il y a eu l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Est-ce qu'aujourd'hui les Israéliens seraient prêts à parler à un Palestinien, j'allais dire, fédérateur, malgré ce qu'il a fait, Marwan Barghouti, en prison en Israël? Mais voilà, est-ce que les Israéliens seraient prêts à parler avec un Palestinien? Je ne vois pas sur le gouvernement de Netanyahou que Marwan Barghouti, qui a quand même
été rendu coupable de l'assassinat de beaucoup de personnes, qu'Israël va les libérer comme ça. Il n'y avait pas la question de libérer Yasser Arafat. On était dans une autre constellation. Donc, on ne peut pas comparer, je crois, les deux cas. Et là, vraiment, il faut libérer quelqu'un qui était condamné pour beaucoup d'assassinats. Donc, c'est une autre chose. Mais après, les problèmes de fond, ce n'est pas tellement la personne, je pense. Le problème, c'est la société palestinienne elle-même. Parce que si les sondages maintenant disent que Hamas aurait primé aujourd'hui, aurait gagné les élections, qu'est-ce que ça veut dire sur la société? Il faut que la société même, c'est pas juste, il faut trouver une personne qui va soi-disant fédérer, parce que s'il n'y a pas qui fédérer, comment on peut faire la paix? Ça ne sera pas une vraie paix. Allez, on poursuivra la discussion évidemment demain dans un prochain Sur le terrain. On parlera encore évidemment demain de cette reconnaissance de l'État de Palestine que vous avez pu suivre en direct sur France Info ce soir. Dans quelques instants, le journal Météo Climat. Et dans 7 minutes, vous retrouvez Julien Benedetto pour le 23h. À demain pour un nouveau Sur le terrain.